semble regarder plus particulièrement le pyramidion. Et nous voyons sur cette ultime version du pyramidion, celle remise en place, enfin redorée plutôt récemment, ce motif d'agrafe qui maintient des rameaux de chêne contre le granit. Ces rameaux ont d'ailleurs pris la silhouette d'un alérion, qui est, je ne vous apprends rien, un emblème de la Lorraine, et qui était le premier décoratif retenu pour ce pyramidion. Et malheureusement, ce pyramidion est tout ce qui nous reste du décor initial en bronze de Prouvé, puisqu'il a été fondu pendant l'occupation pour satisfaire les exigences allemandes en matière de métal. Donc on a préféré sacrifier des statues, des œuvres artistiques par milliers en France, pour tout ça, semble-t-il, pour préserver les cloches des églises. Bien, à la même époque, donc on est en 1895-96, Valin s'est construit une maison de rapport sur le boulevard Lebeau. Il a changé d'adresse, hein, il n'était pas très loin, il est venu sur le boulevard Lebeau, et il a construit son atelier sur la même parcelle. Donc l'atelier, vous ne pouvez pas le voir sur la photo, mais il se trouverait à gauche du portail. Donc selon les sources d'époque, Valin est censé avoir réalisé seul cet ensemble architectural. Mais les recherches qui ont été menées dans les années 90 par une étudiante dont je tiens absolument à citer le nom, Claudine Laine, pour son master sur Georges Biette, ont mis en évidence qu'il s'agissait d'une collaboration de Valin avec le tout jeune élève architecte Georges Biette. Et celui-ci avait fait de cet ensemble maison et atelier le sujet de son diplôme final à l'École des Beaux-Arts de Paris. Et tous deux, donc, ils en ont fait la première architecture à arborer des touches modernes à Nancy. Nous ne sommes pas du tout dans une architecture qui peut être rattachée à l'Art nouveau parisien, hein, qui a commencé en 1895, et encore moins à l'Art nouveau bruxellois, qui a débuté 2 ans plus tôt, en 1893. Mais il existe un certain nombre d'éléments modernes qui sont significatifs, comme cette volonté rationaliste de décaler la travée de l'escalier d'un demi-niveau pour, d'une part, éclairer correctement les volets de marche, et d'autre part pour signaler la localisation de l'escalier sur la façade. Donc une volonté d'afficher un certain rationalisme. Au sommet de la travée du bow window, nous retrouvons cet arc tridimensionnel en anse de panier que nous avons déjà vu sur le confessionnal de l'église de Ville. Et puis nous avons 2 belles interventions de Victor Prouvé qui sont premièrement, à l'angle de la corniche, cette cariatide émergeant d'entre des tournesols. Et ce motif de tournesol a d'ailleurs très certainement été inspiré par l'entrée de la galerie L'Art Nouveau de Siegfried Bing par Louis Bonnier en 1895 à Paris. Car il faut bien savoir qu'à cette époque, Victor Prouvé résidait principalement à Paris et qu'il se tenait parfaitement au courant de l'évolution stylistique en matière d'architecture et d'art décoratif. Donc, cette cariatide, tout d'abord, et puis le motif, j'ai laissé passer une photo. Bon, c'est le motif du lien, par exemple, qui réapparaît très précisément de façon très concrète sur le support de cette cariatide. Et vous voyez que les tiges de tournesol sont maintenues, passent à travers le support de la cariatide. Donc là, on a un double motif de lien qui s'exprime sur ce sujet. Et puis, deuxième apport de Victor Prouvé, c'est cette poignée de porte, boîte aux lettres, plus la petite serrure, qui ornait la porte d'entrée de l'immeuble. Et cette poignée enserre une série de tiges d'ombelles. Alors ces ombelles, celles-ci, on les reconnaît très bien, c'est la grande berce du Caucase, Heracleum montegazianum, qui est la plante chère à Émile Gallé. Donc c'est bien à cette époque-là que se produit le rapprochement entre Eugène Valin et Émile Gallé, très très certainement par l'entremise de Victor Prouvé, qui travaille pour Gallé de façon ponctuelle depuis plusieurs années et qui a portraituré Gallé et qui a portraituré aussi sa famille. Et effectivement, en 1896, Gallé demande à Valin de lui concevoir la porte de sa verrerie, qui est avenue de la Garenne et qui porte sa devise, qui est sculptée sur les traverses médianes, ma racine est au fond des bois. Moi, il me paraît clair que Valin a construit cette porte à 2 vantaux comme une porte d'église, comme si, de facto,
la verrerie de Gallet devenait un temple où la nature remplaçait Dieu. Et pour la structure des vantaux, il a utilisé le thème de l'arbre, dont le tronc et les branches inclinées constituent les châssis des panneaux. Et sur les traverses basses, il a sculpté les racines de l'arbre. Alors, si je vous détaille cette histoire de racines de l'arbre, c'est parce que c'est quelque chose qui va devenir assez visible très peu de temps après. Et effectivement, 2 ans plus tard, Valin a reçu la commande d'un aménagement pour la compagnie Générale Électrique de Nancy, rue Oberlin, donc assez proche de son atelier. Il s'agissait des menuiseries de 2 portes avec bibliothèque attenante. Et nous voyons ici émerger à présent un style moderne, encore assez rigide, sous forte influence néo-médiévale, et ce qui lui donne un aspect assez proche du style anglais des Arts and Crafts. Donc ces portes et bibliothèques existent toujours. Alors, mais ce style assez rigide est traité à la manière nancéienne, c'est-à-dire qu'il est soumis à des thèmes qui sont issus de la nature. Et vous voyez ressurgir le thème de l'arbre qui sert à la construction des châssis, à nouveau avec les racines apparentes. Je vous ai entouré les racines, on les voit très bien. Donc ces portes, ces bibliothèques ont failli être vendues il y a quelques années, mais finalement, grâce à une prompte intervention médiatique, elles n'ont pas quitté l'endroit où elles sont toujours. Et une horloge de parquet était prévue dans le même style. Elle n'a été exécutée qu'en 1903, mais avec quelques modifications, mais en respectant le style de 1899. Alors, toujours dans la même commande, il y avait aussi un bureau, un bureau directorial, sans doute commandé en même temps, donc, mais sans doute exécuté un tout petit peu plus tard, sans doute vers 1900. Que vous pourrez le voir à l'exposition d'ailleurs, ainsi que l'horloge, qui nous sont prêtés par ce qui est devenu la compagnie Générale Électrique, qui s'appelle à présent JE Power Conversion. Et pour ce meuble, Valin a effectué un saut stylistique déterminant. En ceinture, pour lier les pieds au plateau, il a utilisé ce grand arc surbaissé, proche de l'arc en anse de panier que nous avons vu sur le fauteuil d'officiant de l'église de ville. Et à présent, le pied du meuble est constitué par une ombelle qui va de la racine à la fleur et qui se distribue en tiges secondaires qui se confondent avec les arcs en ceinture. Cette ombelle, ce n'est pas la grande berce du Caucase de Gallet, mais c'est une ombelle locale assez rare qui n'a pas de nom commun et elle s'appelle le laser trilobum. Alors vous allez me dire, elle n'est pas tellement identifiable sur ce meuble, c'est vrai que la sculpture paraît un peu gauche. Mais en fait, on va pouvoir l'identifier très précisément à l'aide de botanistes sur d'autres meubles parce que Gallet va l'utiliser intensément. Et alors, quelle n'a pas été ma surprise de la retrouver, cette ombelle laser trilobum, séchée dans les pages du dictionnaire d'architecture de Viollet-le-Duc que possédait Valin. Donc je l'ai précipitamment mise sous plastique avant qu'elle ne se désagrège complètement. Et regardons plus précisément la base du pied. Nous allons remonter un petit peu en arrière pour voir 2 étapes intermédiaires. Et nous partons à nouveau de ce pied de fauteuil d'officiant de l'église de ville. Vous voyez que son talon est biseauté et toutes les formes sont très géométrisées. Ces talons biseautés comme ça qui isolent en quelque sorte le meuble du sol. Elles en font un objet indépendant de son contexte et que l'on peut donc bouger sans qu'il perde sa signification. Et voici une première variation sur une table que je date de 1898 et qui a peut-être appartenu à la station électrique de Nancy, rue du Tapis Vert, c'est-à-dire toute proche à la fois de l'atelier de Valin et de la CGE. Les talons sont toujours biseautés, mais ce sont maintenant des lignes courbes qui sont utilisées. Et un an plus tard, en 1899, les talons des pieds de la table de salle à manger qui est destinée à l'architecte Georges Biette sont toujours biseautés, mais ils se sont arrondis et sur leurs 4 angles, des lignes descendent comme pour s'enfoncer dans le sol.
Et enfin, vers 1900, pour le bureau de la CGE, ils sont devenus de véritables racines qui ancrent ce bureau au sol, et la signification du meuble a donc changé. Il est intimement à présent relié à son environnement, comme si, dorénavant, on ne devait plus le bouger sous peine de le déraciner. Deux autres motifs sont encore à mettre en évidence sur ces deux tables intermédiaires. Tout d'abord, cette division du tronc en branches. Donc, comme dans la nature, le tronc se divise avec des branches secondaires, mais il faut remarquer que ces montants obliques qui jouent le rôle de console en venant soutenir le plateau sont aussi des jambes de force, c'est-à-dire un élément structurel qui est fortement prôné par Viollet-le-Duc dans ses entretiens sur l'architecture. Le second motif, c'est cette torsion des pieds centraux qui, elle aussi, correspond à un phénomène naturel que vous avez certainement observé en forêt, c'est-à-dire la torsion des troncs d'arbres. Valin le connaissait très bien puisque son fils Auguste l'a évoqué, a évoqué le fait que son père connaissait cette histoire de torsion des troncs dans une de ses conférences. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça. On songe aussi aux piliers torses de certaines églises de style gothique flamboyant, comme ici à la basilique de Saint-Nicolas-de-Port, que Valin connaissait parfaitement, puisqu'il y a travaillé. Et donc, cette table Biette, en 1900, celle qui est en noir et blanc, elle porte en elle des éléments médiévaux, des éléments empruntés à Viollet-le-Duc, des éléments issus de l'assimilation du meuble à une plante, et Valin y a encore ajouté des éléments symbolistes, comme les épis de blé aux quatre coins, alors, le blé donc, le pain donc la nourriture, sur une table de salle à manger, et puis des inscriptions. Et alors là, c'est marqué qu'autour de moi soit Jean joyeux, etc., etc. Et c'est tous ces derniers éléments étant sous la forte influence d'Émile Gallé. Vous voyez à quel point une simple table comme ça est vraiment un objet de transition entre un style médiéval, une modernisation voulue par Viollet-le-Duc et un style naturaliste en pleine expansion comme l'est celui d'Émile Gallé à l'époque, mais tout ça repris et redigéré en quelque sorte par Valin pour en donner des résultats extrêmement différents de ceux de Gallé. Donc, depuis le temps que je vous parle de la salle à manger Biette, je vous la présente uniquement par son dessin aquarellé. Et la desserte que vous voyez sur la droite ne sera livrée qu'en 1903. À l'exposition, nous ne présenterons que 2 chaises. Et ceci pour une excellente raison que je vous montrerai un peu plus tard. Sur ces chaises, nous retrouvons les fameuses jambes de force obliques à la Viollet-le-Duc qui font office de barreaux reliant les pieds avant et les pieds arrière. Voici le buffet qui a été exécuté en 1900. Il reprend les consoles obliques que nous avions au coin de la table et il manque encore sur ce buffet une véritable continuité dans l'ascension des lignes puisque le corps haut repose sur le corps bas sans véritable liaison entre les deux. Et vous voyez même que les montants de part et d'autre de la niche sont arqués, ce qui donne l'impression que le buffet ploie sur le poids de la vitrine. Quelque chose que Valin ne réitérera pas par la suite. Il fera toujours attention à donner une idée d'ascension dynamique et non pas le contraire. Donc, puisque nous parlions de la salle à manger de l'architecte Georges Biette, voici une seconde collaboration architecturale entre Valin et Biette pour l'extension de la façade de l'immeuble Gaudin au 97 rue Charles III à Nancy. La maison Gaudin se trouve sur la gauche de la photo, je ne vous l'ai pas représentée, et c'est une toute petite extension, mais qui est en fait la première véritable irruption du style moderne à Nancy, encore matinée de bien des traits médiévaux Renaissance. Je n'ai pas le temps à nouveau de détailler cette façade, mais dans le catalogue de l'exposition, vous lirez un excellent article de Georges Barbier-Ludwig qui réattribue entièrement cette façade à Eugène Valin, et non plus à Biette, qui se trouve ainsi rétrogradé en quelque sorte au rang d'architecte d'exécution.